Merci de regarder les programmes de CNTV. On est toujours preneur quand il s'agit d'un docteur, surtout en sciences politiques. Docteur Bakary Samb, oui, fondateur et directeur de Timbuktu Institute. Bienvenue sur ce plateau de Toute la Vérité. Merci, Pape Cheikh, pour cette invitation et je félicite votre équipe et votre groupe de presse qui fait un travail très important pour faire entendre les idées les plus diverses possibles au service de la démocratie et au service aussi du savoir, parce que la télévision aussi a un rôle pédagogique qui est la vulgarisation du savoir. Oui, Bakary Samb, maintenant le visage est connu. Le timbre de la voix également reconnu. Bakary Samb, rapidement, vous êtes Mbourois, donc sénégalais bon temps, enseignant, chercheur en quoi au centre d'études des religions, CER, c'est ça, de l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Docteur, je disais en sciences politiques, vous êtes un produit de l'université lyonnaise en France. En partie, je suis le produit de plusieurs choses combinées, dont l'école coranique de Imam Oustaz Lamine Diouf de Tivaouane, mais aussi du lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, comme de l'université de Lyon. Je ne dis pas que je suis la synthèse de tout ça, mais tout ça fait partie de mon parcours. Oui, maintenant on vous reconnaît dans le milieu islamique, disons, d'une certaine manière, dans la réflexion et la production d'ouvrages. C'est le Sénégal entre diplomatie d'influence et islam politique, c'est le dernier ouvrage. Il y en a combien? C'est le troisième ouvrage. Le premier portait sur Islam et diplomatie, la politique africaine du Maroc. En 2010, je me disais qu'il y a quelque chose qui allait se passer sur ce continent avec ce Maroc qui va peut-être se détourner, pas se détourner complètement de l'Europe, mais savoir que sa priorité est une extension vers l'Afrique du Sud du Sahara. Il y avait aussi l'ouvrage qui est paru en 2015 sur Boko Haram, qui a été un livre écrit pour différencier la réflexion sur Boko Haram à partir des textes même de Boko Haram, pour véritablement comprendre ce mouvement-là et comment les ténors de ce mouvement réfléchissaient. Et ça, c'est le troisième ouvrage qui est exactement intitulé Contestation islamisée, le Sénégal entre diplomatie d'influence et islam politique. J'ai bien dit contestation islamisée et c'est là toute la problématique. Ce n'est pas des contestations islamiques, mais des contestations islamisées. Oui, nous allons venir à ça. L'islam fait vendre. Moi, peut-être je vends des idées, dans le sens où de leur acceptation par la population ou dans le sens où les idées puissent servir à faire avancer la réflexion dans une société. Vous savez, en tant qu'enseignant, nous avons de l'obligation de service à la communauté. Si nous sommes payés par les impôts des populations, et je pense que ces populations-là ont droit au savoir, ça c'est la première chose, mais aussi à ce que nous produisons à l'université puisse impacter sur leur quotidien et sur leur réalité. Et des questions éminemment importantes, géopolitiques, des questions sur le religieux, des questions sur la réflexion sur le contrat social sénégalais et comment le monde nous regarde et comment dans ce monde-là nous existons. Je pense que c'est au cœur des préoccupations des Sénégalais, notamment dans une perspective de vouloir donner le ton d'une réflexion stratégique et prospective qui parfois manque dans nos États. Oui, mais l'islam ne laisse personne dans l'indifférence. Un livre critique sur l'islam se vend comme de petits pains. C'est une réalité, non? Ce n'est pas un livre critique sur l'islam. Oui, il y a des gens qui sont dans cette forme de sensationnel. Moi, je ne suis pas dans cela. Je suis inscrit dans la recherche universitaire et ce ne sont pas les événements qui dictent mes livres. Quand je parlais de la politique africaine du Maroc en 2010, je pense qu'à l'époque, on était loin d'imaginer cette percée du Maroc qui a pu s'appuyer sur des ressources symboliques pour développer une diplomatie basée sur des ressources symboliques et pourtant après convertir ces ressources symboliques en ressources diplomatiques et politiques, aujourd'hui en ressources économiques avec les banques et cette présence massive. C'est ça le rôle d'un chercheur, d'être avant-gardiste et de regarder vers l'avenir, nonobstant parfois la cristallisation de certains sujets qui sont d'actualité. C'est le même cas quand vous écriviez sur Boko Haram. Quand j'écris sur Boko Haram, justement, c'est la même chose, parce que... un livre qui vous a valu beaucoup de succès et beaucoup de billets de banque.
Je ne crois pas, je ne pense pas que les professeurs d'université puissent être riches. C'est quelqu'un qui disait que l'enseignement est vraiment... Ça c'est bien vendu. L'enseignement, vous savez, comme disait l'autre, c'est vraiment le métier du juste milieu. Ça préserve aussi bien de la pauvreté que de la richesse. Ce livre sur Boko Haram n'était pas écrit de manière fortuite. C'était écrit justement à un moment où tout le monde parlait d'un mouvement. Et je suis allé, moi, au Tchad. Je suis allé à Difa, je suis allé à Guesquerou, je suis allé dans cette zone-là pour dire mais comment pourrait-on faire à ce que les gens comprennent quelle était l'idéologie à l'origine de ce mouvement. Et je suis tombé sur un écrit de Mohamed Youssouf, le fondateur de Boko Haram, qui s'appelle Hadi Aqidatuna au Manhaj Da'watina, avec le cheikh Abdedaïm au Conseil islamique du Tchad. Et je me suis dit il faut que je travaille là-dessus, au moins pour rompre avec le sensationnel médiatique, la perception occidentale de l'islam qui généralise l'islam, terrorisme, etc. et revenir sur des fondamentaux. Qu'est-ce qui a poussé des jeunes qui sont nés au Nigeria, pauvres, dans une région marginalisée, qui ont étudié en arabe et qui ont été marginalisés, qu'est-ce qui les a amenés à ce cycle de violence par le passage de Mohamed Youssouf, mais après aussi de Chekau qui vient après, et comment le mouvement après a évolué pour être vraiment un groupe criminel. Parce qu'il y a une différence entre votre approche et celle-là occidentale quand vous parlez de Boko Haram? Absolument. Lorsque je lis ce qui s'écrit sur Boko Haram, c'est toujours le sensationnel médiatique, c'est-à-dire que oui, ils ont égorgé tant de personnes, ils ont enlevé tant de filles, etc. Et toujours, les gens se demandaient, c'est qui ces gens-là? On les appelle les fous de Dieu, les gens excités, etc. Je me dis non, derrière ça, il doit y avoir quelque chose. Et le rôle du chercheur, notamment, j'ai la chance de pouvoir accéder au texte en arabe. Je suis allé chercher ce texte-là, Hadi Aqidatuna wa Manhaj Da'watina, avec la première lettre que Mohamed Youssouf a écrite, qui s'appelle Risala Maftouha ila al-Hukuma al-Fédérale, lettre ouverte au gouvernement fédéral, dans une conférence dans le Yobe au Nigeria, qui était l'avertissement. Et si justement l'État nigérian avait pris au sérieux ces avertissements, en tout cas, avait pris conscience de la nécessité d'intégrer cette élite arabophone qu'on appelle les chômeurs de Maïdougouri, peut-être qu'il n'y aurait pas Boko Haram aujourd'hui. Oui, mais là, vous ne nous apprenez pas grand-chose. Ça c'est dit et redit. On s'attendait à une enquête de votre part, une immersion au sein de Boko Haram pour nous dire, voilà, c'est quoi le profil de ces dirigeants? C'est quoi le profil de ces dirigeants? Je pense que ce travail n'aurait pas une valeur ajoutée pour une seule et simple raison. La police, les renseignements généraux ont assez fait ce travail-là. Par contre, le travail fondamental qu'on a fait, c'est qu'en 2015, peu étaient les chercheurs qui osaient aller à Difa, dans le bassin de la Tchad, pour assister à cette grande conférence sur la culture de la paix. Nous étions 50 intellectuels à Difa et nous avons attiré l'attention du gouvernement nigérian sur une chose. Est-ce qu'on devait indéfiniment donner un seul choix à ces jeunes de Boko Haram, soit la mort dans Boko Haram ou la mort quand ils vont sortir arrêtés, ou bien il faudrait leur donner la possibilité de sortir de Boko Haram? Et l'idée qu'on avait suggérée, c'était en relation avec les chefs religieux, les chefs traditionnels dans cette région-là, comment faire pour que ces jeunes-là puissent sortir. Un, ça permettrait d'affaiblir le mouvement, il y a eu beaucoup de désertion. Et deux, actuellement le Niger est en train d'expérimenter une solution de réinsertion de ces enfants perdus du Nigeria et du Niger. Et aujourd'hui, on est dans la réinsertion. Oui, ce que beaucoup de pays n'ont pas pu faire. Par exemple, le Mali n'a pas encore fait ça. Et je suis toujours dans ce rôle du chercheur qui essaye d'être avant-gardiste, mais aussi de réfléchir sur des questions qui ne font pas toujours plaisir. Boko Haram, toujours dans l'actualité. Pour le Nigeria et ses voisins, la solution est militaire d'abord, hein? Oui, mais ça a été un échec, comme pour le cas du Mali. Les solutions militaires n'ont jamais pu en finir avec le terrorisme. Vous en avez rencontré des responsables de Boko Haram? Non. Jamais? Non. Ok. L'actualité, c'est ce livre, Diplomatie d'influence, islam politique. Donc les concepts d'abord, contestation islamisée. Vous nous dites, vous insistez sur la nuance, contestation islamique, contestation islamisée. Pour dire quoi? Pour dire que quelquefois, des contestations s'élèvent dans certains milieux et on donne très vite une coloration islamique à cette contestation, alors que cette contestation a été islamisée. Je m'explique, ce n'est pas l'islam en question, mais la manipulation de symboles religieux pour des motifs politiques.
qui n'est pas seulement le fait de ces mouvements-là, mais aussi des acteurs politiques qui essayent d'islamiser pas mal de choses, sachant et réalisant que dans nos sociétés, le religieux reste quelque chose de fondamental et comme les symboles religieux sont toujours efficaces dans nos sociétés, eh bien, certains en usent sur un plan politique, économique, sur un plan idéologique, et même les acteurs politiques en usent quand cela va dans le sens de leurs intérêts. Ok, et quand vous parlez de diplomatie d'influence? Je parle de diplomatie d'influence à partir d'un constat. C'est-à-dire que depuis quelques années, dans le contexte international, nous avons un peu quitté, on n'est plus dans la logique de puissance. La logique de puissance est là. Avant, quand on parlait de l'influence ou en tout cas de la diplomatie d'un pays, on demandait combien d'hommes contre son armée, combien de chars, etc., combien de missiles balistiques, etc. Et il s'est passé quelque chose de fondamental à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, c'est-à-dire que les logiques d'influence se sont petit à petit substituées aux logiques de puissance. C'est-à-dire de sorte qu'il y a un phénomène assez absurde. Aujourd'hui, la grande force des faibles, c'est le gros souci que les puissants ont pour leur image et pour leurs intérêts. Je m'explique. Quand je parle de diplomatie d'influence, beaucoup s'attendaient à ce que j'analyse l'influence des pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Qatar, on y arrivera peut-être. Mais ce livre révèle quelque chose de nouveau. Les puissances occidentales se sont rendues compte que l'islam était un levier fondamental de diplomatie. Et je commencerai par la France, où quand même il y a une forme de laïcité la plus rigoureuse, en tout cas avec son histoire qu'on trouve en France. Eh bien, les ambassades de France organisent des cérémonies de rupture du jeûne dans l'ambassade de France avec des espaces de prière aménagés, ce qu'on refuserait peut-être dans un bureau en France ou ailleurs. Je peux continuer, l'ambassadeur des États-Unis qui distribue son repas de Pâques et qui se fait photographier avec son mouton de tabaski pour nous souhaiter bonne fête. L'Allemagne qui, dès 2013, ici au Sénégal, a commencé un travail d'influence assez important en invitant des chefs religieux au Bundestag pour les écouter. Et on peut multiplier ces exemples-là. C'est-à-dire la diplomatie religieuse, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Et dans la partie diplomatie d'influence, je me suis beaucoup appesanti sur la diplomatie religieuse. Malheureusement, nous, on ne sait pas faire ça. En tout cas, le Sénégal ne tire pas encore tout le profit que pourrait lui permettre de tirer en fait ce que j'appelle la diplomatie religieuse. Serigne Murtala Mbaké, que Dieu ait son âme, il faut lui rendre hommage. Il a commencé très tôt avec déjà le Bamba Day, s'est sorti à ses voyages à New York avec le maire de New York à l'époque Dickens, etc. Et les liens qu'il avait tissés aussi en Europe. Et de la même manière, c'est Abdou Aziz Dabakh au niveau du Maroc, l'influence du Sénégal, etc. C'est-à-dire que nous avons des outils de diplomatie qu'on a laissés aux mains des autres puissances. C'est-à-dire que quelqu'un me demandait, mais comment vous faites au Sénégal pour que le Sénégal n'ait pas toute l'influence nécessaire au Nigeria? Un seul de vos citoyens, en l'occurrence El Hadj Ibrahima Niass, a plus de 45 millions de disciples au Nigeria. Et ce n'est pas un levier d'influence. La Tijaniya, que le Maroc utilise dans sa diplomatie pour son retour en Afrique, tout le monde sait la manière dont il a utilisé la Tijaniya, notamment la Tijaniya Niassène, cette image-là, pour faire changer d'avis un peu le Nigeria pour son entrée peut-être dans ces négociations, en tout cas dans certains espaces, et que nous n'arrivons pas à faire cela. Et que Cheikh Ibrahim Saleh Al-Husseini, qui est le moufti du Nigeria, soit quelqu'un qui est constamment invité par Rabat pour certainement user de son influence en ce qui concerne le Nigeria, et que ce Cheikh Ibrahim Saleh Al-Husseini est disciple El Hadj Ibrahima Niass. Mais on parle d'islam, on parle de religion, on parle de spiritualité. À vous écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, la religion, c'est un instrument, comme on utilise le football pour avoir de l'influence dans le monde. Le football a vendu un certain Brésil, comme on utiliserait la musique pour vendre son pays. Il y en a qui ont vendu leur culture à travers la musique, le cinéma. Vous percevez la religion comme telle, un simple instrument. La religion est utilisée par certains comme un certain instrument. Et en tant que spécialiste des sciences sociales, axé sur le religieux, je ne dois pas négliger ce phénomène. Je dois l'étudier en séparant bien la question de la pratique religieuse. Vous insistez sur cet aspect? J'insiste sur cet aspect parce que cet aspect m'intéresse pour deux raisons. Premièrement, je suis spécial du fait religieux et du fait islamique de manière générale.
Deuxièmement, ma thèse de sciences politiques, c'était sur l'islam dans les relations arabo-africaines. Et pendant cette période, dès 2003, j'ai vu que ce qu'on appelle aujourd'hui les relations sahélo-sahariennes, etc., avaient plus de l'importance depuis le Moyen-Âge. Ça a toujours été le cas. On ne peut pas nier que la religion soit instrumentalisée par des acteurs. Et en tant qu'observateur, et en tant qu'analyste, je ne peux pas négliger ce fait en tant que spécialiste des sciences sociales et des relations internationales. Je l'analyse en tant que tel. Maintenant, le reste, ceux qui utilisent la religion sur le plan spirituel, ça, ce n'est pas sur tout mon domaine, ça c'est le domaine de la théologie, etc. Vous pouvez parler de l'anthropologie. Moi, ce fait islamique, ce fait religieux, pas seulement le fait islamique. Je peux prendre le christianisme, par exemple. Quand vous allez au Vatican, c'est moins d'un kilomètre carré, 900 habitants, et une influence énorme dans le monde. Je veux dire que si le Maroc, dont le roi porte d'ailleurs le titre de commandeur des croyants, arrive à utiliser l'islam, la religion, la confrérie Tijaniya comme levier de politique étrangère, eh bien nous, on pourrait l'utiliser, pas dans le sens d'une instrumentalisation, mais dans le sens de l'efficacité des symboles. Je pense que c'est un symbole qu'on ne doit pas laisser seulement aux mains des autres qui veulent nous conquérir, au lieu de s'appuyer là-dessus pour nous aller conquérir le monde. Oui, dans ce jeu d'influence, il faut être clair. Hein? Allah est écarté, la spiritualité, la quête de son agrément, tu as ici, Bakar par là, ça c'est écarté. On est purement dans de la géopolitique. L'analyste de la géopolitique que je suis s'intéresse à ce fait-là. L'autre fait, il y a beaucoup d'islamologues et d'autres théologiens qui s'en occupent, mais pour moi, c'est quelque chose de très très important qu'il fallait mettre en exergue. Et qu'aujourd'hui, dans la logique d'influence, on utilise tout. Tout est utilisé. Je donne une anecdote. Lorsque Erdogan est arrivé ici, il construit son jardin dans la cour de la grande mosquée de Dakar, qui était inaugurée par le Maroc, par le roi du Maroc en 1964. Hassan II. Hassan II, en présence de l'Hadji Abdelaziz Dabakh, de Cheikh Macky, etc. Il construit son jardin pour dire aux Marocains, attention, en Afrique, vous n'avez plus l'exclusivité. On arrive dans votre patio sénégalais, on a construit notre jardin. Il a avec lui le maillot de Moussassi et Moussa Sow. Moussa Sow, je veux dire, vous voyez que je ne suis pas très cultivé en football, et en nous vendant des produits turcs. Et cette politique d'influence ne s'est pas limitée. Au début, c'était le symbole, le jardin, tout le monde le savait, la symbole du jardin chez les Ottomans. Aujourd'hui, c'est l'économie, c'est des milliards à Diamniadio. Oui, ce n'est plus le soft power. C'est le soft power toujours, mais où on n'hésite même pas à utiliser les ressorts du religieux, les ressources symboliques. Vous savez, un pays comme le Maroc, je ne sais toujours pas si c'est un pays qui a su faire cela. Comparé aux autres puissances du Golfe, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, le Maroc n'a pas de richesse particulière. Le Maroc vend du poisson, fait du tourisme, etc. et travaille dans le tertiaire. Mais ils ont pu, avec les ressources symboliques, arriver à s'insérer, en tout cas à s'imposer sur le plan diplomatique dans le continent. Et malgré leurs difficultés à l'Union africaine au début, avec la question sahraoui, ils ont réussi quand même à retourner à l'Union africaine en s'appuyant sur des pays phares comme le Sénégal, qui est leur allié inconditionnel. Et ils ont pu exister grâce à cela. Alors que l'Arabie Saoudite, qui a beaucoup de milliards, n'a pas su, bien qu'abritant la Mecque et Médine, n'a pas su avoir la même influence, je veux dire en termes de visibilité que le Maroc, alors qu'ils ont plus de ressources. D'où l'intérêt de pouvoir s'appuyer sur ces ressources symboliques. C'est vrai que ce pays-là, l'Arabie Saoudite, compte aussi dans sa diplomatie, avec son influence. Compte davantage d'ailleurs. Compte davantage. Récemment, c'est un rendu compte d'une absence de politique africaine institutionnalisée, en tout cas rationalisée. L'Arabie Saoudite a nommé un ministre délégué aux affaires africaines, ce qui est une nouveauté dans les... Et le roi Salman est attendu en Mauritanie cette semaine. Oui. C'est un exemple. Hein? Le roi Salman est attendu en Mauritanie, ça a été très très bien préparé, et je crois que l'Arabie Saoudite... Même s'il y a quelques manifestations contre sa venue. Comme les manifestations à Tunis contre la venue du prince Ben Salman, absolument. Et en Mauritanie, on sait l'importance d'un certain courant, proche des frères musulmans et donc proche du Qatar. Non, là, il s'agit surtout de l'assassinat du journaliste saoudien. Tout est lié. Tout est lié. On connaît les difficultés, on connaît les velléités actuelles entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et le Qatar
encore diplomatie d'influence, le Qatar, un tout petit émirat qui est indépendant en 1975. Ce pays-là, aujourd'hui, arrive à exister et à contrôler l'opinion publique arabe. Par quoi? Une chaîne satellitaire. Nous allons forcément parler du Qatar. Oui, mais c'est cet état d'esprit, oui, l'influence, utiliser la religion comme instrument, c'est ce même état d'esprit qui vous habite pour voilà, prendre Tombouctou comme symbole en Afrique pour créer Timbuktu Institute. Oui, j'ai pris ce symbole pour deux choses. Et vous êtes communicant, vous devez connaître le storytelling. Tombouctou parce que c'était un lieu de jonction, de rencontre entre les civilisations, les cultures. Tombouctou parce que sous nos tropiques, il y avait des centres très importants de diffusion du savoir qui nous ont permis même de recevoir des étudiants et des chercheurs de connaissances venant de tous les continents. Un brassage inouï qui tranche beaucoup avec la situation qu'on a vécue à partir de la crise malienne. Et ça, là, c'est la deuxième raison, Tombouctou. Parce que ce qui a été fait à Tombouctou, c'était la destruction de la contribution de l'homme noir à cette belle civilisation de l'islam. Et cela m'a marqué et je me suis dit, plus jamais ça. Et autour de ça, je construis un symbole qui est en même temps un symbole de mémoire, mais aussi d'alerte, pour qu'on reste sur l'alerte, pour savoir que rien n'est acquis. Une belle civilisation, une bonne contribution dans la civilisation mondiale venait d'être attaquée et que désormais il fallait rester vigilant. Oui. Il s'est sauté sur les occasions, Bakary Sam. Ce n'est pas sauter sur les occasions, mais j'essaie de faire de chaque moment un moment de pédagogie. Peut-être c'est la culture de l'enseignant que je suis qui ne rate aucune occasion. Moment de pédagogie, moment de profit, oui. Ce n'est pas un moment de profit. Si c'était pour le profit, j'irais faire autre chose. Ok, mais ces islamistes qui font tomber ces statues de notre côté également. Ce ne sont pas des statues, c'est des mausolées. Des mausolées, oui, de notre côté. Peut-être vous êtes d'accord avec eux que c'est des statues? Non, statues, mausolées, ce sont des pierres. De notre côté, il y a une autre lecture possible. Celle-là islamisée qui veut que, voilà, ce sont des instruments qui peuvent pousser le fidèle à commettre des péchés capitaux. Il ne s'agit pas de péché véniel, hein? Oui, j'aime bien votre nuance, vous avez dit islamisé. C'est là toute la nuance. C'est-à-dire que le développement de ces théories-là, vous savez que c'est issu du wahhabisme qui a été l'allié circonstanciel de la construction. Wahhabisme ou l'orthodoxie simplement? Depuis Ibn Taymiyyah, en tout cas. C'est l'islam orthodoxe simplement. Depuis Ibn Taymiyyah, on ne pouvait pas compter dans les cimetières de Médine le nombre de mausolées qui étaient. Ibn Battuta en parle. Ibn Taymiyyah, c'est récent. Prenons le prophète de l'islam. Prenons le prophète de l'islam, Mohammed. Lui-même, il serait d'accord avec ces mausolées? Je ne suis pas dans sa tête parce qu'il a justement, qu'est-ce qu'il en a dit? Vous n'avez pas besoin d'être dans sa tête. Qu'est-ce qu'il en a dit? Justement, vous êtes le spécialiste. En tout cas, je peux être le spécialiste. Ouais. Et en tout cas, ouais. Ibn Battuta, un grand voyageur arabe, historien, chroniqueur que tout le monde connaît, marque dans ses chroniques l'existence de mausolées dans le cimetière de Baqiya à Médine. Baqiya. Oui, Baqiya. Oui. Ça a été détruit au moment du wahhabisme. De Mohamed ibn Abdul Wahhab, qui est un héritier. Mausolées pour qui? Des mausolées dans les cimetières de Baqiya à Médine. Pour quelle personnalité de l'islam? Pour des sahaba, pour des compagnons du prophète, pour les filles du prophète, etc. Ça a été détruit au moment de l'expansion du wahhabisme. Ça, c'est difficile à confirmer. Non, je vais continuer. Je vais continuer. Vous savez qu'ils n'ont pas hésité, ils n'allaient pas hésiter. S'ils pouvaient détruire le mausolée du prophète, ils l'auraient fait. N'eût été l'intervention de la Turquie ottomane à l'époque qui a insisté pour que cela ne soit pas fait. Pourquoi? Il faut se poser la question. Maintenant, l'historien, en tout cas le spécialiste des religions, se pose la question suivante. Pourquoi cette obsession sur les mausolées? Quand Mohamed ibn Abdul Wahhab est arrivé là-bas en Arabie Saoudite avec Mohamed Ben Saoud, l'objectif c'est de créer un État saoudien qui est devenu saoudien. Il y a des gens qui parlent, il y a un ouvrage qui s'appelle Comment l'Arabie est devenue saoudite, qui n'était pas légitime sur le plan politique, mais qui avait besoin de soutien sur le plan idéologique. Abdul Wahhab lui sortait toutes les fatwas dont il avait besoin pour légitimer son pouvoir politique. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, dans la nomenclature du pouvoir saoudien, il y a l'aile religieuse du pouvoir contrôlée par les Al-Sheikh et l'aile politique du pouvoir par les Al-Saoud. Et vous avez vu déjà récemment, quand Ben Salman a été accusé d'être impliqué dans l'assassinat, vous savez que Soudais, le grand lecteur du Coran, imam de la Mecque, s'est rangé du côté de
de Ben Salman. Ah bon? Oui, c'est la même histoire. Sérieusement? Sérieusement. C'est la même histoire de cette alliance entre les Al Saoud et les Al Sheikh. Vous pouvez vérifier l'information. Et donc, pour que les Al Saoud n'aient pas une opposition de quelque nature, on s'est dit il faut éliminer tout ce qui peut rappeler la sainteté, la baraka du prophète, donc les mausolées. Ces choses-là, il faut les éliminer. Et c'est là qu'est née cette obsession. Certes, Ibn Taymiyyah en avait parlé, de détruire les mausolées, etc. Vous êtes un bon politologue. D'ailleurs, en Somalie, ceux qui sont nourris de la même idéologie, on s'attaque toujours à ces mausolées-là. En Tunisie, c'était Sidi Bou Saïd. Et ils vont continuer s'ils ont la force. Vous avez tous les talents de nos politiques. J'ai vu comment vous avez... Je ne suis pas politique. En tout cas, vous avez ce talent de communication pour reformuler ma question et dire ce que vous voulez dire. Donc, si vous qui avez dit islamisé, ça veut dire que vous êtes en train... Et vous vous êtes agrippé sur ce mot. Moi, j'ai simplement dit, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à la source pour dire ce que dit l'islam? Quelle source? Le Coran. Simplement, que dit le Coran, que dit la tradition prophétique par rapport à ces mausolées? Pas de Taïmiyyah, pas de Wahhabite, rien du tout. Que disent les textes sacrés de l'islam? Les textes sacrés, oui, mais d'autres textes qui ont été sacralisés par la suite, mus par... Vous ne voulez pas répondre, j'ai compris. Je veux bien répondre à votre question. Est-ce que vous voulez que je vous réponde en tant que théologien? Ça, vous avez un grand spécialiste chez vous, c'est Irandao. Je ne suis pas théologien. Mais vous voulez que je vous réponde maintenant en tant qu'analyste de l'histoire politique, de l'histoire de l'islam? Je vous ai répondu en vous donnant des références, Ibn Battuta, et qui a attesté la présence de mausolées dans le cimetière de Bakria. Il est fort, Bakary. Bakary, oui. Nous allons poursuivre en parlant de notre diplomatie et de cette puissance qu'est le Sénégal quand même dans le monde musulman, puissance entre guillemets. Une courte pause avant cela. Vite fait monnaie vous facilite la vie. Avec Vite fait monnaie, la vie devient plus facile et votre mobile fait beaucoup plus que téléphoner. Vite fait monnaie vous permet de faire des envois et retraits d'argent où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Vite fait monnaie sur Play Store, enregistrez-vous, recevez votre code secret et rechargez votre compte Vite fait monnaie à travers les points Johnny Johnny partout au Sénégal. Avec Vite fait monnaie, payez gratuitement vos factures Sénélec, SDE, TNT et rechargez votre compteur Woyofal ou votre carte Rapido sans bouger. Avec Vite fait monnaie, vous pouvez aussi recharger votre carte bancaire Visa Johnny Johnny. L'application Vite fait monnaie fonctionne aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Avec Vite fait monnaie, demandez plus à votre téléphone. Kalinex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé. Am na couche ultra absorbante, lingette, poudre talc, am na crème, huile, eau de toilette, ba ci gel shampoing. Kalinex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. Bakary Samb sur ce plateau de toute la vérité. Cet îlot qu'est le Sénégal, voilà pour dire que le Sénégal est une exception. Nous avons la baraka, c'est ça? Quelque part oui, parce que sur le plan diplomatique, nous pouvons être un nain géographique, mais nous sommes un géant diplomatique dans la tradition diplomatique du Sénégal. Et je pense que tous nos diplomates, peut-être, ils ont le mérite d'avoir travaillé pour ça, mais aussi il y a un crédit symbolique déjà qui est collé au nom et à l'image du Sénégal. Sous Macky Sall, beaucoup disent que nous perdons du terrain. Je n'ai pas dit sous Macky Sall, justement, mais j'ai dit que depuis un certain nombre d'années, oui, nous perdons du terrain. Ça peut être depuis 5 ans ou depuis 7 ans, nous perdons du terrain. En tout cas, nous ratons des occasions énormes en termes d'influence, pour revenir sur le mot. Je donne un exemple, c'était pendant la crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Le Sénégal aurait pu s'imposer comme le médiateur de cette crise. Le Maroc a compris cela et pourtant le Maroc tire beaucoup plus de profit des investissements saoudiens que le Sénégal. Le Maroc est lié, la monarchie marocaine est très liée à l'Arabie Saoudite. Mais le Maroc a fait preuve de réalisme et s'est constitué comme médiateur. Le Maroc est allé amener des vivres pendant le blocus contre le Qatar et s'est imposé en même temps comme médiateur, mais en même temps en faisant connaître les produits marocains au Qatar. Donc c'est parfois ce réalisme-là, c'est parfois ce pragmatisme qui manque à notre diplomatie. C'est facile de le dire, mais quand même entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, même des puissances comme la France ou les États-Unis hésitent par moment pour prendre des décisions. Est-ce que le Sénégal a les épaules pour jouer le rôle d'arbitre?
La France et les États-Unis sont moins légitimes. Le Sénégal a plus de légitimité, je m'explique. C'est la seule nation au sud du Sahara où on a organisé 2 fois le sommet de l'EFI. Le Sénégal, depuis plus de 30 ans, préside et siège avec le Maroc et l'Arabie Saoudite sur le comité aux Nations Unies pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien. Ce n'est pas un hasard. Le Sénégal est l'un des rares pays du monde musulman à pouvoir parler à tous les autres. Le Koweït ne parle pas à l'Irak, l'Irak ne parle pas à l'Iran, je veux dire l'Arabie Saoudite ne parle pas au Qatar, l'Algérie ne parle pas trop au Maroc, etc. Le Sénégal a cette légitimité-là de pouvoir faire cela et on devait saisir cette occasion-là. D'ailleurs, c'est là où nous avons une valeur ajoutée. Si le Sénégal se fâche contre le Qatar, qu'est-ce que ça fait pour le Qatar? Mais rien du tout. Au regard de sa puissance financière, c'est vrai que le Qatar nous ménage parce que aussi l'emplacement géographique du Sénégal, l'enjeu que représente notre pays fait que le Qatar, toutes les puissances essayent d'être bien vues par le Sénégal, mais on avait plus de valeur ajoutée dans la médiation et ça aurait été peut-être un échec, mais repositionner le nom du Sénégal sur l'échiquier international pour un temps assez important. C'est pas du nationalisme, une fierté sénégalaise, c'est pas de l'exagération quand nous parlons de diplomatie et que nous posons ce Sénégal. Ce n'est pas du nationalisme ou de l'égoïsme. Vous savez, je suis assez autocritique, si j'ose dire, sur le Sénégal parfois quand il le faut. Je pense que ce que je critique, c'est parfois l'absence de vision diplomatique et le fait de ne pas changer de paradigme. Le monde d'aujourd'hui a changé. Je l'ai dit au début de mon propos, la nouvelle force des faibles. C'est le gros souci que les puissants ont pour leur image et leurs intérêts. Et ça, il faut en jouer. Parce que ces puissances diplomatiques jouent de cela, jouent jusqu'à même profiter de l'influence de la religion. Ils font le tour des maisons confréries, rendent visite au calife. Vous ne pensez pas que ce soit de l'influence et de l'opportunisme? Et sur le plan diplomatique, justement, il faut être pragmatique. Et parfois, nous manquons de pragmatisme parce que nous sommes restés dans de vieux schémas juridico-institutionnels en concevant le monde avec le système de Westphalie, alors que depuis la guerre du Golfe, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé et que désormais, je pense qu'il faudrait véritablement saisir les opportunités, saisir les ressources symboliques dont dispose le Sénégal pour encore mieux s'affirmer et retrouver notre succès d'antan. Opportunisme, voilà le mot que je cherchais. Hein. C'est le mot de notre entretien, je crois. Et parlant d'opportunisme, il y a la guerre au Yémen. Le rôle qu'a joué le Sénégal s'est montré faible face à l'Arabie Saoudite? Non, le Sénégal, au début, voulait envoyer 2100 soldats en Arabie Saoudite. Il a fallu que certains intellectuels, dont moi, et je l'assume encore, et d'autres de la société civile se lèvent pour dire que nous n'avons aucun intérêt. Ce n'était pas pertinent pour nous d'être présents dans cette guerre. D'ailleurs, l'histoire nous donne raison, ceux qui étaient opposés à cette guerre du Yémen, ceux qui sont impliqués dans cette guerre veulent en sortir. C'était dû à l'arrivée de Ben Salman, qui avait beaucoup d'influence au niveau du trône saoudien, qui a entraîné l'Arabie Saoudite dans cette problématique-là. C'est vrai que l'Arabie Saoudite avait besoin parfois de se protéger par rapport au Yémen, parce que si les chiites houthis se consolidaient là-bas, toute proche région de la Charguia, qui est dans cette région pétrolière et en même temps où il y a beaucoup de chiites en Arabie Saoudite, il faut le savoir, l'Arabie Saoudite avait peur qu'il y ait une jonction entre les Houthis et les chiites saoudiens, sous le regard bienveillant de l'Iran qui cherche aussi à inquiéter son C'était un État saoudien, surtout jaloux de celui-là yéménite, voilà, longtemps jaloux du Yémen. Vous doutez du fait que l'Arabie Saoudite ait un intérêt quelconque à être au Yémen? L'Arabie Saoudite n'a pas intérêt à ce qu'un pouvoir chiite s'installe au Yémen à cette époque. D'ailleurs, l'émirat qui avait beaucoup de chiites, c'est le Bahreïn, et l'Arabie Saoudite est vite allé régler le problème. Vous savez, entre les deux pays, il faut traverser un pont. Parce que les chiites vont s'attaquer à l'Arabie Saoudite. C'est l'obsession de l'Arabie Saoudite en disant que les chiites vont avoir en tout cas diplomatie d'influence. C'est ce qui pousse d'aucuns à dire que quand vous parlez, vous avez les mêmes. Peut-être que c'est parce que vous avez été formé en France. Vous avez les paradigmes de ces occidentaux, vous utilisez les mêmes termes. Oui, entre chiites et sunnites, c'est pas forcément la guerre.
Revenant sur les paradigmes, le livre, si vous le lisez bien, s'inscrit dans une rupture par rapport à ces paradigmes-là. Je dis d'ailleurs que ce livre-là, qui ne va pas beaucoup plaire dans beaucoup d'universités occidentales, c'était pour me démarquer de ceux qui ont écrit sur l'islam, aux politiques au Sénégal, sur ces questions-là, pour véritablement un renouvellement des paradigmes. Ce livre, je dis que parfois, c'est la revanche du terrain sur les préconçus dominants qui nous ont été toujours servis les préconçus dominants qui nous ont été toujours servis par ces Africains. La première fois que j'ai entendu un responsable, en tout cas de haut rang, le premier à parler d'islam saoudien, tunisien, français et autres, en tout cas de mémoire comme ça, c'était Jacques Chirac. Dans une mosquée qu'inaugurait Ben Ali, Jacques Chirac qui félicitait Ben Ali de l'islam tunisien. Aujourd'hui, quand Bakary Samb parle, il prend les mêmes propos, les mêmes termes. Islam subsaharien, islam sénégalais, islam nigérian, islam saoudien. Et vous nous dites que vous vous démarquez là de ces occidentaux. Je ne me souviens pas avoir dit islam tunisien parce que je ne travaille pas sur la Tunisie. Mais par contre, si le terme, je ne l'utilise pas encore dans la même acception qu'un Jacques Chirac ou un Sarkozy. J'ai dit islam subsaharien, c'est la manière. Islam, j'ai dit dans un article sur le prophète de l'islam que l'islam pourrait être comparé comme un beau train de civilisation qui est parti de Médine ou de la Mecque. Et à chaque gare où cette religion s'est arrêtée, a embarqué avec elle les meilleures valeurs et les meilleures vertus. Et que vous savez que l'eau prend la couleur du récipient qui la contient. Quand je dis islam subsaharien, c'est la manière dont en Afrique subsaharienne nous vivons cette religion, qui est différente de la manière dont cette religion est vécue ailleurs. Comment? Il y a des fondamentaux, maintenant, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux qui ne changent pas, la manière de prier, faire le ramadan, etc. Mais sur les célébrations, nous avons le Maulid, vous ne trouvez pas ça dans certains pays. Ce sont des épiphénomènes, ça. Nous avons le Magal Touba, c'est un épiphénomène, le Magal Touba? Non, par rapport au dogme. C'est l'une des cérémonies les plus importantes du monde aujourd'hui. Oui, un événement. C'est pas un épiphénomène le Magal Touba ni le Gamou de Tivaouane aujourd'hui. Pas dire que le Magal de Touba est un épiphénomène. Pas dire que le Maulid est un épiphénomène. Oui. Mais par rapport à l'islam globalement, l'islam reste l'islam, c'est une seule religion. Exactement, mais vécu de différentes manières. De Touba à Doha, en passant par Washington, New York, Pékin ou Riyad, c'est le même islam. Mais vécu de avec les mêmes dogmes. Mais vécu de différentes manières. Oui, une différence, encore une fois, minimaliste, non? Vous me rejoignez, je parle sur les fondamentaux, oui, il y a un consensus minimal sur ces fondamentaux, mais la manière dont cet islam est vécu sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas dire... Donc c'est exagéré de dire que voilà un islam subsaharien, un islam sénégalais, un islam noir, un islam arabe. C'est exagéré, non? Si conceptuellement, cela veut dire la manière dont ces peuples-là vivent cela, ce n'est pas exagéré, mais si c'est pour dire que nous devons faire un islam à notre modèle, à notre image, etc., ça peut être sujet à discussion. Cheikh Ahmadou Bamba, oui, Al-Hajj Malik, les cheikhs, les grands cheikhs de l'islam au Sénégal, ils n'ont jamais prôné le nationalisme. Je n'ai pas dit qu'ils prônaient le nationalisme, mais le fait que Cheikh Al-Hajj Malik, par exemple, donne cette importance à la célébration du Maulid, prennent la bourde de Al-Boussaïri pour appeler tous les Muqaddam à Tivaouane, ça c'est une spécificité bien sénégalaise. Et je pense que cela ne l'a pas empêché, par contre, dans Kifayat Raghibin et dans d'autres ouvrages, d'entrer dans une manière de l'islam universel. De la même manière, Cheikh Ahmadou Bamba dit bien qu'il n'est pas le créateur d'une voie nouvelle, il est là pour baliser et vivre sur ce sentier du prophète de l'islam. Serigne Abdou Aziz Mbacké Majalis l'explique très bien, cette transformation et en tout cas cette interprétation-là. Mais il ne faut pas non plus donner au terme un poids ou en tout cas un contenu qu'ils n'ont pas. Quand quelqu'un parle d'un islam subsaharien, cela veut dire exactement... Parce que de plus en plus, il y a des groupes de Sénégalais, qui opposent les deux islams, hein. Islam arabe, islam noir. Ça, quand même, c'est une nouveauté au Sénégal. Oui, parce que dans la manière dont l'islam nous a été transmis, c'est vrai, l'Africain musulman, j'ai écrit un article, je pense dans les années 2009-2010, sur islam, négritude et arabité. C'est vrai, en nous transmettant l'islam, il y a, notamment dans le fiqh, quand on dit que le fiqh c'est une battle ahkam min usuliha, dans l'élaboration des règles juridiques, dans le fiqh, il y a une partie, aucun islamologue ne va me contredire, qu'on appelle le urf. C'est quoi le urf? C'est la partie des traditions et des coutumes d'un peuple
que la religion a trouvé et que la religion ne va pas dissoudre, mais l'intègre. Marginal, hein? Non, c'est pas, le urf n'est pas marginal dans le fiqh du tout. Et vous trouvez dans la constitution du fiqh, par exemple. Oui. Vous parlez de manière simple. Vous parlez de manière simple. Non, cher, je peux finir. Je peux vous parler d'un cas concret de fiqh. Vous savez que le fiqh malikite, on l'appelle Madhab al-Madina, c'était les gens de Médine. Et la manière dont ce fiqh malikite nous a été transmis, c'est à partir des moutoun, des ouvrages qui nous sont venus du pays du Maghreb. Je prends le livre La Risala, qu'on nous a transmis comme étant un ouvrage de référence en fiqh. Il y en a même qui disent qu'après avoir fini la Risala, ils peuvent être imams. Et bien dans cette Risala-là, il y a des choses aujourd'hui qui ne font plus sens. Il faut les relire justement. Quand la Risala dit qu'il est haram de commercer avec les pays des Noirs et de voyager chez eux, c'était quoi? C'était... Risala, c'est pas le Coran. Oui, Ça, vous défoncez des portes ouvertes. Oui, mais ce n'est pas du off, vous pouvez pas... Ça tombe sous le sens, ça. Peut-être votre un peu déficit de culture islamique vous empêche de voir que le orf fait partie des choses dont on s'inspire. On s'inspire pour faire de ce qu'on appelle la jurisprudence. Ça, le orf, c'est les traditions qui ont été instituées. Vous savez, Serigne Babacar Sy, il disait que l'islam vous savez, donc l'islam a trouvé partout des choses qu'il n'a pas voulu supprimer, mais qui ont été absorbées. Et donc, en nous transmettant ça n'a jamais été les pays arabes, les ouvrages que nous étudions amènent quand même une part de culture arabe qu'on a assimilée comme faisant partie de l'islam en tant que tel, alors que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, les pays qui nous ont transmis ces ouvrages-là ont fait des réflexions. Au Maroc, ils ont fait une réflexion sur le fiqh. À part 2004, la nouvelle... Oui, mais la question fondamentale... Nous n'avons pas... C'est que ce qui a manqué au Sénégal, c'est une véritable réflexion islamologique. Nos islamologues sont dans le naql, sont dans la répétition, ne sont pas dans le naql, dans la manière de réfléchir ces dogmes-là, en gardant les choses qui sont constantes, mais réfléchir sur ces dogmes, sur ces pratiques, à partir de la lumière de nos propres sociétés. Ce travail, nos islamologues ne l'ont pas fait. Oui, mais Aladji Malick, lui, il a pris le gamou, le gamou célébré par les Tcheddo au Sénégal avant l'islamisation. Il a épousé la méthode Tcheddo, gamou, pour l'islamiser. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le gamou n'était pas quelque chose de chez les Tcheddo. Vous pouvez dire que peut-être des cérémonies existaient, peut-être similaires dans la sphère Tcheddo, et que lui, il a mis un cachet plutôt islamique avec la bourda et les qassidas. Comme on a tropicalisé pour créer le tong-tong lors du Tamkharit et autres. Voilà une manifestation de l'islam subsaharien. Ok. Et l'actualité de l'islam par rapport à la présidentielle, le président Macky Sall, le président sortant, a parlé de sécurisation du pays, il a parlé des pays voisins. Pour lui, le Sénégal n'est pas à l'abri. Mais il y a de quoi être tranquille quand même. C'est un constat que j'ai fait depuis 2013. Nul n'est à l'abri. De quoi être tranquille, oui, d'une part, tranquille, mais aussi vigilant, sachant que notre pays est un îlot. Aujourd'hui, il y a une forme de stabilité par rapport aux autres pays qui nous entourent, mais vigilance pour savoir que d'autres pays qui ont des services secrets et des services de renseignement plus sophistiqués, qui ont des armées beaucoup mieux équipées et de la police, de la gendarmerie, ces pays-là ont été victimes d'attentats, donc il faut être vigilant. Le cas de Imam Alioune Ndao, c'est un cas qui démontre que des fois, nous perdons raison, non? Ça n'a pas été exagéré, le procès de Imam Ndao? Je ne sais pas, mais c'était la première fois que le Sénégal se mettait à juger des présumés terroristes. Et au début, les charges, d'après ce que le procureur en avait dit, étaient des charges très, très importantes. Au final, quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a 15 personnes qui ont été condamnées, je pense, 15 ou plus, et d'autres qui ont été presque relâchées parce que étant au sursis. Maintenant, le cas spécifique d'Imam Ndao, le chercheur que je suis est en train de chercher justement, de voir pour comprendre. Nous n'avons pas compris entre ce que l'État avait exhibé au début en tant que charge retenue contre lui et ce qu'il en est à la fin. L'État, peut-être dans sa communication, si communication il y aura, pourra peut-être expliquer comment on est parti de cette situation-là à celle qu'on a connue à la fin. Comment un État peut se montrer aussi léger?
C'est votre mot, mais je pense que la lutte contre le terrorisme doit être quelque chose de très sérieux, parce que c'est sérieux. Mais vous nous dites en quelque sorte que la montagne a accouché d'une souris. C'est votre conclusion. J'ai dit qu'il y a une différence entre la situation initiale où on a parlé de beaucoup de choses et à la fin qu'on dise que finalement il n'y a rien. Donc j'ai dit que ce n'est pas aux chercheurs qui vous demandent l'explication, mais le chercheur est dans le même état d'esprit que l'opinion publique pour attendre des explications pour mieux comprendre cette situation et cette différence dans la gestion du dossier entre au début et à la fin. Justement, en passant par Mbour, j'ai croisé des manifestants qui exigeaient la libération d'un des leurs, un étudiant qui avait posté quelque chose sur sa page Facebook pour s'attaquer aux États-Unis. Il est accusé d'apologie au terrorisme. Ils sont deux étudiants derrière les barreaux depuis 3 ou 4 ans. Je suis désolé, de mémoire j'ai oublié leur nom, mais ça fait mal quand même. Comment ça peut se comprendre? Oui, je vois que aussi... Vous les connaissez je ne les connais pas, okay, mais je connais le cas. Ce cas-là, je connais ce cas-là, mais je ne connais pas les étudiants en tant que tels. C'est vrai que le terrorisme est ainsi fait, c'est-à-dire que ça a tellement pris au dépourvu toutes les nations que tout le monde s'est empressé vers le sécuritaire, en oubliant une dimension fondamentale importante qui est l'éducation et la sensibilisation. Ce que nous avons essayé de faire. Oui, mais un jeune étudiant touché par ce qui s'est passé en France. Peut-être ces étudiants n'étaient pas informés du phénomène terroriste, de la gravité de ces faits-là. S'il y avait un travail d'éducation à la base, un travail d'information sur la gravité de tels propos, ils ne le feraient pas. Mais aujourd'hui, maintenant, appartient à l'État de mesurer s'il y a un intérêt à mettre ces jeunes-là en prison et de créer d'éventuels frustrés, ou bien de les sortir après leur avoir donné une leçon quand même qui dure. Je pense que là, l'État pourrait faire son jugement et peser le pour et le contre. Et je crois que l'éducation, en tout cas, la sensibilisation est beaucoup plus efficace que l'approche par la justice pénale. Les noms que je n'oublie pas, ce sont les noms de Idrissa Seck et Ousmane Sonko, toujours dans l'actualité islamique. Idrissa Seck est victime de ces versets coraniques qu'il cite souvent et de son immersion dans la chose religieuse. Apparemment, beaucoup de Sénégalais n'aiment pas ça. Et il a été vertement attaqué par notamment Baba Ndiaye. Et cet épisode, c'est toujours de l'opportunisme, de l'instrumentalisation de la religion. Oui, on peut le voir. Dans une société comme la société sénégalaise, où le religieux est une donnée fondamentale, ou même, je dis, les puissances occidentales, l'ambassadeur des États-Unis se montre avec son mouton devant l'ambassade pour plaire aux Sénégalais, pour séduire les Sénégalais, pour dire que les États-Unis sont avec vous pour la Tabaski. Il y a les politiques qui sont des entrepreneurs politiques, qui cherchent quels sont les symboles efficaces pour parler à une population. Et ils ont utilisé cela des versets du Coran, d'autres des chassidas pendant le dernier Magal. Et je crois que c'est dans ce sens-là que Idriss Seck faisait ça. Dans mon livre, je raconte un entretien où je lui ai posé la question pourquoi l'utilisation des versets coraniques, etc. Où il répond que lui, son libéralisme est un libéralisme coranique dans le sens de Warkhad Karamna Bani Adam, etc. Et que pour lui, ce livre-là faisait sens pour 95% des musulmans, ils l'utilisaient. De l'autre côté aussi, on peut voir la même forme d'instrumentalisation. Baba Ndiaye, voilà quelqu'un qui est passé du mouvement islamique de la Jamaat Ibad Rahman, et puis après au journalisme avec le messager au temps de Wade, ministre des Affaires religieuses, qui a beaucoup travaillé avec lui, qui est passé chez Gakou, je crois, et qui a fini chez Macky Sall. Je crois que aussi, pour lui, il avait un apport, c'est-à-dire que connaissant les textes, connaissant les arcanes de la religion, s'attaquer à quelqu'un comme Idriss Seck pourrait aussi augmenter un peu sa cote, si on ose dire, auprès du prince, et que je ne sais pas si c'est commandité ou pas, mais en tout cas, il a réussi son opération, qui était aussi une opération d'instrumentalisation du religieux à des fins politiques. Oui, Idrissa Seck, victime de cette instrumentalisation, d'une certaine manière. Il y a également Ousmane Sonko, oui, taxé d'islamiste. Voilà, vous en parlez même. Oui, de salafiste. Je ne parle pas je ne suis pas dans le débat Ousmane Sonko est salafiste ou pas, ou comme l'autre serait communiste, maoïste, franc-maçon, etc. Ce débat-là, je ne suis pas dans ce débat. Par contre, dans mon livre, je parlais des nouveaux acteurs politiques, et le cas d'Ousmane Sonko, j'en ai parlé en termes d'interrogation, en disant que voilà une personne qui a suscité ce débat-là. Maintenant, le chercheur que je suis devait aller voir dans les faits.
Parce qu'en sciences sociales, les faits sont importants. Les faits sont les suivants. Il a été militant de l'AMS, l'Association des étudiants élèves musulmans du Sénégal, au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a été sympathisant de ce mouvement-là. Il a aussi des soutiens beaucoup dans le mouvement islamique. La question que je pose d'ailleurs dans le livre, est-ce que c'est Ousmane Sonko lui-même qui est porteur d'un discours religieux ou d'un message islamique, ou bien est-ce que c'est des militants islamiques qui voient en lui l'opportunité de lui faire porter ce message-là en utilisant son image de quelqu'un qui appelle à l'éthique, etc., pour donner une nouvelle vie à la politisation du religieux? C'est une question que je me pose. Oui, le chercheur que vous êtes voit quelque chose d'islamiste dans le discours de l'homme politique Ousmane Sonko? Je ne le vois pas ni dans son discours, ni dans son attitude politique. Dans le discours de Sonko, je ne vois pas cela du tout. Et je ne vois pas non plus l'instrumentalisation du religieux, bien qu'il ait des soutiens dans le mouvement islamique, comme tout le monde a eu des soutiens dans ces mouvements-là. Je pourrais même dire que peut-être, en lisant son livre, certains éléments de son discours me font penser à un candidat très laïque. Ousmane Sonko serait un discours assez laïque, en tout cas très séculier, et ne fait pas référence à la religion dans son discours. Bamba Ndiaye, oui, Ousmane Sonko, Idriss Seck. Mais parlant de ces mouvements islamiques au Sénégal, Iba Der Thiam a été le candidat de la Jamaat Ibadur Rahman à un moment. Macky Sall, tout dernièrement, a bénéficié du vote Ibadou au Sénégal pour devenir président de la République. Quel est le problème? Je ne parle pas de problème, je parle de problématique. Je suis un analyste. Encore une fois, la problématique m'intéresse, cette manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques, l'instrumentalisation du religieux, la manière dont les acteurs politiques et même les acteurs économiques tirent profit du religieux. On voit des chefs religieux qui se montrent avec des produits de consommation, on voit de grands businessmen qui se montrent très actifs dans les champs de marabout. Donc de cette même manière, les politiques vont utiliser la religion. Il n'y a pas de... Je parle de cette problématique. Il y aurait peut-être problème si cela devait enfreindre à la liberté de religion pour certains, ou en tout cas si cela devait opposer les Sénégalais les uns contre les autres. Et justement, c'est un phénomène intéressant qu'il faut observer. Vous avez raison, Iba Der Thiam en a bénéficié, mais aussi Macky Sall en 2012 avec le vote, en tout cas le soutien de la Jamaat Ibadur Rahman. Même Abdoulaye Wade en 2000. Je ne sais pas. Oui. Et in fine, l'AMS comme mouvement d'élèves et étudiants, c'est mignon, non, comme mouvement d'élèves et étudiants, l'AMS? Je dis, encore une fois, pour l'analyse, c'est intéressant comme mouvement. Dans un pays de 95% de musulmans, qu'on trouve l'opportunité de créer un taux de réussite extraordinaire. Souvent, les militants des structures comme l'AMS ou Mejir, le mouvement des élèves et étudiants de la Jamaat Rahman, ou le mouvement des étudiants du Sénégal, ou l'AMUD, souvent ce sont des élèves plus ou moins modèles, en tout cas qui réussissent dans les études et qui ne font pas trop de bruit dans leur établissement scolaire ou à l'université. C'est une excellente chose si tel est le cas. Maintenant, ce qui est intéressant... C'est pas le cas, vous êtes dans le milieu, non? Je ne suis pas dans ce milieu. Non, vous êtes dans le milieu universitaire. Je n'ai jamais fait la relation, parce que pour moi, à l'université Gaston Berger où j'enseigne... Il y a des photos de troubles, oui. Pour moi, à l'université Gaston Berger où j'enseigne, tous les étudiants, c'est des étudiants sénégalais ou autres, même c'est des étudiants tout simplement. Même si les Chinois, c'est un étudiant, ce n'est pas un étudiant musulman, un étudiant chrétien. Maintenant, c'est vrai, au Sénégal, quand on regarde la cartographie de ces mouvements islamiques, il y a des mouvements comme, par exemple, le RIS, Rassemblement islamique du Sénégal, que j'ai appris à redécouvrir. Vous savez que les thèses de Bamba Ndiaye, dans son livre Adwa on al-Sénégal, dans les années 90, m'avaient beaucoup induit en erreur sur mon appréciation du mouvement islamique. Quand j'ai mieux observé un mouvement comme le RIS, avec Cheikh Mokhtar Kébé, quand j'ai observé le discours, je trouve que Bamba Ndiaye avait exagéré l'opposition entre les confréries et les mouvements islamistes dans cet ouvrage-là. Et en tant que chercheur, vous savez, la recherche, la modestie fait partie de la recherche et l'humilité. Un chercheur peut se tromper. Et c'est comme dans l'Ijtihad. J'avoue que le livre de Bamba Ndiaye de 90, où il disait que le Sénégal doit être une société véritablement islamique, et pour le faire, il faut d'abord vaincre les confréries, le livre de Bamba Ndiaye m'a beaucoup induit en erreur sur mon regard premier sur les mouvements islamiques. Et j'ai creusé ce regard-là, des mouvements comme le RIS, des mouvements
comme l'AMS, que j'observe, etc., que je continue à observer, ont un discours. Dans ce discours-là, je ne vois rien de compromettant. Oui, Bakary Sam, merci. Merci beaucoup de votre invitation. Merci à vous également. À dimanche pour un autre numéro. Sen TV, bienvenue chez vous.